Les États-Unis ont donc évacué leur personnel non essentiel de Tunisie après les manifestations anti-américaines qui ont suivi la diffusion d'un film islamophobe réalisé aux États-Unis. On en a beaucoup parlé, l'innocence des musulmans sur France 24. 4 personnes ont été tuées vendredi à Tunis. Une école américaine a été pillée et incendiée. Et ce sont des salafistes qui seraient derrière cette manifestation. Alors la question qui se pose ce soir, la Tunisie est-elle en train de basculer dans l'extrémisme? Quelle est la réalité du salafisme en Tunisie et ailleurs? Et nous parlerons notamment de la France parce que vous savez, il y a eu également une manifestation anti-américaine devant l'ambassade des États-Unis à Paris. C'était samedi. Le débat ce soir, c'est avec Abderrahmane Daman. Bonsoir monsieur, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil des démocrates musulmans de France. Jean-Charles Brizard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un spécialiste du terrorisme et de son financement. Avec nous sur ce plateau, Mohamed Hadraoui, bonsoir. Vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po Paris et vous allez publier d'ici une semaine ou deux, un peu plus, mais enfin très bientôt en librairie aux éditions PUF, Presse universitaire de France, du Golfe aux banlieues, le salafisme mondialisé. Et puis nous sommes en direct de Tunis avec Habib Kasdarli. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes le doyen de la faculté des lettres à l'université de la Manouba à Tunis. Alors s'est posée à la Manouba la question du port du niqab dans votre université, qui, il faut le savoir, a été occupée par des salafistes. Vous êtes opposé au port du niqab. Alors la crise couve depuis plusieurs mois dans votre université. Tout d'abord, première question, on sait que c'est bientôt la rentrée universitaire en Tunisie. Où en êtes-vous? Est-ce que le port du niqab va être autorisé ou non? Non, l'entrée universitaire s'était déjà faite le mercredi dernier, le 12 septembre. Et le terme utilisé est consacré par le règlement intérieur de la faculté pour des nécessités pédagogiques. Donc il s'agit de se dévoiler le visage durant les séances de cours, les séances d'examen et les séances d'encadrement. Donc le terme, nous n'utilisons pas le niqab comme le burqa, comme le hijab, c'est un vêtement et ça ne nous regarde pas. C'est une gestion qui doit se faire au niveau du pays. Mais là, les images que vous voyez là, c'est des groupes salafistes qui ont voulu imposer l'entrée des filles avec leur niqab dans les salles de cours, alors que pour des exigences pédagogiques, des exigences académiques, nous avons stipulé et le tribunal administratif nous avait soutenu le 12 janvier dernier et le problème pour nous est réglé. Donc le problème aujourd'hui est réglé. Est-ce que dans cette affaire, est-ce que les autorités tunisiennes vous ont soutenu? Non, c'est ce qui a fait que tout le monde s'est rappelé la Manouba depuis les événements qu'a vécu Tunis vendredi dernier. Tout le monde s'est rappelé la Manouba pour 2 raisons. Pour d'une part que les mêmes personnes recherchées qui sont évoquées par les agences de presse, l'un d'entre eux a été déjà arrêté, l'autre court toujours. Et cet après-midi, il y a une cavale autour de la mosquée El Fath en plein centre de Tunis. Ça, ces 2 personnes ont été citées et ils ont été vus à la Manouba l'année dernière. Donc ça veut dire que le phénomène était déjà connu et ça a commencé à la Manouba. Et à l'époque, tout le monde, et notamment les chefs du parti politico-religieux d'Ennahda, nous accusaient d'avoir gonflé le phénomène ou accusé les médias. Et deuxième raison, c'est l'attitude, l'ambiguïté de la position gouvernementale face à ce phénomène. L'extrémisme existe, comme vous venez de le rappeler, existe dans tout le pays du monde. Mais comment les gouvernements c'est-à-dire se positionnent par rapport à un tel danger? Et toute ambiguïté, tout jeu pourrait porter atteinte aux acquis du pays et la position internationale de la Tunisie. Et le problème, c'est grandement posé dans les relations entre les États-Unis et la Tunisie depuis vendredi dernier. On va en parler. Un dernier mot, monsieur Kasdarli. Est-ce que pour vous, la Tunisie est devenue aujourd'hui un pays dangereux? Tout d'abord, le pays vit les moments que nous avons tant espérés. C'est la révolution du 17 décembre, 14 janvier. Donc c'est un grand moment d'espoir pour moi, pour des millions de Tunisiens. Mais il y a un désir par certains groupes de faire dévoyer ou de confisquer la révolution. Pour le moment, je qualifie, il y a des dangers sérieux. Maintenant,
qui ont déjà commencé depuis un certain moment, mais les autorités, j'espère qu'elles se réveillent, qu'elles se positionnent, notamment Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour prendre les choses au sérieux, parce que ce que nous avons défendu, c'est des principes, des codes universitaires, universels, et c'est pour cela que notre mouvement, que notre position a été soutenue. Malheureusement, il y a une tentative d'instrumentaliser la justice, puisque j'étais déjà traduit devant le tribunal le 5 juillet dernier, et je vais repasser à nouveau le 25 octobre prochain pour des faits qui m'ont été reprochés alors que j'étais victime et je deviens accusé. Vous restez avec nous, Monsieur Karsdali, des dangers sérieux. Alors, le ministre du Tourisme tunisien a réagi ce matin chez nos confrères de RFI après l'attaque vendredi de l'ambassade américaine à Tunis. On l'écoute et on fait réagir nos invités. Cette réaction, nous pouvons juger qu'elle est un peu exagérée parce qu'il ne faut pas oublier que la Tunisie passe par un moment de transformation, un moment de transition démocratique. On est en train de construire et de mettre en place des institutions, même l'appareil sécuritaire qui représentait le pilier de régime autoritaire, elle est en pleine mutation. Son état d'esprit n'est pas encore à l'optimal. On vit une activité intellectuelle et politique très, très dense. Donc après 50 ans quasiment où on n'avait pas le droit de s'exprimer, donc il faut... notamment les islamistes n'avaient pas le droit de s'exprimer. Notamment les islamistes. Il y a des islamistes rigoristes et qui sont violents, mais c'est une toute petite minorité. Il y a une large majorité d'islamistes qui ont présenté un programme que le citoyen tunisien a choisi en majorité, c'est-à-dire ils ont donné confiance à 40% à ces islamistes-là. Mohamed Adraoui, le ministre du Tourisme tunisien, parle d'une minorité aujourd'hui, c'est salafiste, en tout cas il serait minoritaire si je l'entends bien. Donc selon vous, est-ce que la réaction américaine est exagérée ? Bien, écoutez, je pense que, d'abord factuellement, il a raison, ne serait-ce qu'en termes de nombre, les salafis sont des personnes, font partie de groupes qui sont largement minoritaires, non seulement en Tunisie, mais dans tout le monde musulman, première chose. Deuxième chose, oui, bien évidemment, il y a un niveau de légitimité certain dans la réaction américaine, ne serait-ce que sur un plan de condamnation morale de ce qui s'est passé, mais il ne faut pas non plus passer trop vite sur l'analyse politique. Il y a aujourd'hui une campagne présidentielle américaine, on a vu qu'à un degré moindre, aujourd'hui, depuis quelques jours, on verra dans la deuxième partie, François Fillon et Jean-François Copé font mine de s'en prendre au gouvernement actuel pour l'attaquer, tout simplement. C'est de la politique politicienne. Donc aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre de choses, de questions à poser, mais il n'y a pas non plus... je suis assez, circonspect sur les personnes qui voudraient tirer un trait trop vite sur la révolution. Aucune démocratie, aucun état de droit ne sort armé de la cuisse de Jupiter. Et il n'y a aucune manière aujourd'hui de faire marche arrière. Il y a un état de droit à construire. Les salafistes sont une épine dans le pied des gouvernements en place, qu'ils soient islamistes ou pas d'ailleurs. Et il s'agira maintenant de faire attention à ce qui pourrait se passer. Est-ce que la Tunisie est devenue un pays dangereux ? Non, j'y étais il y a encore quelques mois, non, on ne peut pas dire ça. C'est un pays qui se pose des questions, mais il faut savoir une chose, il y a une idée importante qu'on ne répète pas assez souvent, c'est que là se construit un nouveau contrat social. Personne n'a véritablement le pouvoir, en fait, puisqu'il s'agit de construire une nouvelle sécurité, une nouvelle législation, une nouvelle constitution, de remettre en place l'économie, l'école, l'éducation et de manière générale un pays. Donc à partir de là, on ne peut rien comprendre à ce qui se passe aujourd'hui si on ne sait pas qu'on reconstruit un pays. C'est là la véritable problématique. Jean-Charles Brizard, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette présence des salafistes en Tunisie? On parle d'un homme, vous allez peut-être pouvoir nous en dire un peu plus, parce que je pense que M. Ghazlani nous en parlait aussi tout à l'heure, c'est Abou Yad, c'est lui qui dirigerait le mouvement salafiste en Tunisie. D'ailleurs, aujourd'hui, les autorités tunisiennes ont tenté de l'intercepter. Il se trouvait donc dans une mosquée au centre de Tunis, et finalement, il a pu s'exfiltrer de la mosquée. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses interrogations. Comment a-t-il fait pour s'exfiltrer de cette mosquée alors que les forces de l'ordre étaient plutôt nombreuses? Qui est cet homme? Mais ce qu'il faut savoir sur la situation globalement en Tunisie, j'y étais il y a moins de 10 jours, donc on ressent, si vous voulez, alors il y a un formidable espoir, bien sûr, né de la Révolution, et il y a en même temps un rejet de la population de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des mesures salafistes, entre guillemets. Et on le ressent vraiment, c'est un vrai ressentiment de la part de la population. Et je crois que certains évoquent même l'hypothèse selon laquelle on n'est pas à l'abri d'une contre-révolution, si vous voulez, parce que le peuple a le sentiment, légitime d'ailleurs, s'être vu en quelque sorte confisquer cette révolution démocratique qu'ils appelaient de leur vœu et qu'ils ont menée à bien, parce que c'est le peuple et personne d'autre. Abderrahmane Daban, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un risque aujourd'hui de contre-révolution, que la population tunisienne ne suit pas ces salafistes qui sont minoritaires et... Écoutez, moi, dès le départ, je ne croyais pas du tout
à cette révolution, ce printemps arabe. J'avais parlé de massacre printanier des Arabes. Je ne croyais pas. Je savais qu'il y avait des manipulations ici et là, partout. La Tunisie, Ben Ali, qu'il soit dictateur ou quoi que ce soit, c'était un régime stable dans un contexte, bien sûr, qui n'était pas favorable à une... Aujourd'hui, nous avons un peuple tunisien. Je le connais très bien parce que c'est nos voisins. Je suis d'origine algérienne. C'est nos voisins. Le peuple tunisien, dans son ensemble, n'accepte ni les frères musulmans, ni les salafistes. Il ne faut pas aussi gonfler les salafistes. C'est une minorité, c'est des charlatans. Jamais les charlatans n'ont pu transformer un pays ou transformer une religion. On le sait. Les Tunisiens se mobilisent. Moi, je ne parle pas de contre-révolution. Je pense que les Tunisiens, surtout la femme tunisienne, qui a acquis sous Bourguiba tous les droits. Aujourd'hui, la femme tunisienne, elle est en train de se mobiliser pour dire non à cette islamisation excessive du pays. Je pense qu'à mon avis, il faut mettre le doigt sur la responsabilité des Occidentaux dans cette affaire du printemps arabe. Vous savez, en Libye, il y a Ali Belhadj qui était au GIA, qui est un terroriste, qui était emprisonné d'une part, une fois par Kadhafi et une autre fois aux États-Unis. On le libère et on l'assoit à Tripoli. Vous croyez que les démocrates, que ce soit tunisiens ou algériens, moi je vois les manifestations qui se sont faites ces jours-ci. Bon, en Algérie, il y a eu des manifestations. Il n'y a pas eu d'excès. Il n'y a pas eu d'excès parce qu'il y a, si vous voulez, une mobilisation. Le pouvoir verrouille bien aussi. Hein. Mais vous savez, je préfère un pouvoir qui verrouille, qui laisse les salafistes faire ce qu'ils veulent. Oui, alors là, Mohamed Adraoui n'est pas tout à fait d'accord. C'est peut-être aussi ça, la liberté. C'est ça, peut-être, les premiers pas de la liberté. Est-ce qu'il vaut mieux une dictature, finalement, sans salafistes, ou est-ce qu'il vaut mieux la démocratie avec quelques salafistes, Mohamed Adraoui? C'est ça, quand même, aussi, écoutez, bon, chacun est libre de ses opinions, bien évidemment. De là à regretter Mais vous n'adhérez pas à ce que Ben Ali... vient de dire Abderrahmane Daman. Je n'ai pas dit que je regrette. Oui, ne confondez pas. J'ai dit, sous Ben Ali, c'était stable. C'était une stabilité. Sous tous les dictateurs arabes, il y avait une stabilité. Eh bien, a priori, ce n'est pas l'avis des populations dans leur majorité, tout simplement. Bon, si elles ont fait la révolution, c'est qu'elles ne partageaient pas votre avis. Sur la femme tunisienne, à mon avis, c'est une réalité. Sur le fait aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce que je disais, nous sommes, grosso modo, si on voulait comparer, nous sommes dans un avion qui traverse des turbulences. C'est vrai au niveau égyptien, c'est vrai au niveau libyen, c'est vrai au niveau tunisien et de nombreux pays. Donc ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bien, ça veut dire qu'aujourd'hui se met en place un nouveau système, si vous voulez, dans la transition. Le terme clé, c'est la transition. Aujourd'hui, on change de système et il n'est pas aisé de construire un nouveau système respectueux des valeurs individuelles, collectives, de l'égalité homme-femme et d'un certain nombre de principes tels que ceux-ci, du jour au lendemain. Donc à partir de là, reconstruire une réalité qui, à mon avis, n'était pas le mythe de la stabilité alors qu'elle n'en était pas une, c'était assez exagéré. Abou Yad, qui est-il? Alors, il se dit salafiste dans la mesure où il est, alors peut-être faut-il définir ce que c'est que ce terme, c'est-à-dire les gens qui veulent revenir à la source de l'islam. À partir de là, ça c'est la théorie. En pratique, il y a les gens qui font une action. Ça veut dire quoi, revenir à la source de l'islam? Ce sont ceux qui veulent revenir au salaf saleh. Vous savez, les sages anciens, les pieux prédécesseurs, les ancêtres vertueux, les premières générations de musulmans. Puisque plus vous remontez le temps et plus proche de la source vous êtes, et donc plus pur vous êtes, en théorie. Et ça donnerait quel type de société, alors, concrètement, aujourd'hui, si on revenait aux ancêtres de l'islam? Alors justement, là, la question, là, j'ai posé un principe théorique. En théorie, en pratique, maintenant, vous avez des gens qui font une lecture révolutionnaire du salafisme, par exemple Al-Qaïda, qui veulent renverser les régimes apostats et leurs alliés. Typiquement, le 11 septembre et les États-Unis, on vient de fêter les 11 ans, ou de commémorer les 11 ans du 11 septembre. Les gens qui s'engagent dans la politique, comme on l'a vu avec Hizb al-Nour, le parti de la lumière en Égypte, qui veulent jouer le jeu de la participation politique. Et vous avez des gens qui sont, par exemple, majoritaires en France, qui sont quiétistes, pour qui il n'est même pas légitime, il est même hérétique de s'engager en politique. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de courants, il ne faut pas tout mélanger. Monsieur Kasdarli, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'a dit Abderrahmane Daman, qui fait confiance aujourd'hui, finalement, à la société civile, aux femmes tunisiennes, pour éviter justement de tomber dans l'extrémisme. Est-ce que vous êtes tout aussi confiant? Est-ce que vous pensez que cette société civile va pouvoir faire barrage à l'extrémisme en Tunisie, au salafisme? Nous sommes partagés entre... Nous sommes partagés entre espoir et inquiétude. C'est une constante depuis le 14 janvier. Bien entendu, je salue l'existence de cette société civile qui, à chaque fois,
réagit, défend. Mais le problème, c'est-à-dire que réside en les gens qui sont légitimement au pouvoir aujourd'hui depuis le 23 octobre, mais c'est l'ambiguïté de leur position. Donc, il s'agit d'assurer dans quelle mesure on parle d'une phase transitoire, mais il faut s'accorder, tout le monde, au pouvoir et dans l'opposition, pour s'atteler en commun pour la réussir. Et le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de feuille de route claire. La position du gouvernement de janvier jusqu'au 23 octobre, pourtant, il ne jouissait pas de la même légitimité que le gouvernement d'aujourd'hui, mais au moins son mérite qu'il avait donné à tout le monde une feuille de route claire, même s'il avait changé la date des élections, parce qu'il les a vus qu'il n'était pas réalisable le 24 janvier. Mais aujourd'hui, ce qui complique encore la situation, c'est qu'on ne connaît pas la feuille de route. On sait qu'on va écrire une constitution qui tarde à venir, mais on ne sait pas les échéances. Et surtout, l'ambiguïté entre le salafisme, pour moi, existe au sein du pouvoir et l'extérieur du pouvoir. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Charles Brizard, justement sur le pouvoir, sur le parti Ennahda. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un double jeu du côté du parti islamiste Ennahda? Quel jeu joue-t-il avec les salafistes? À la fois, il les condamne et on sent qu'il les laisse faire en même temps. Pourquoi? Nécessairement, si vous voulez, comme le rappelait monsieur, il n'y a pas de feuille de route, tout simplement, et on navigue à vue aujourd'hui. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, les islamistes au pouvoir, doivent donner des gages nécessairement à certains, et en particulier aux salafistes, et on le voit au quotidien en Tunisie et ailleurs. Ça peut très vite déborder. Vous le rappeliez, on a ouvert la boîte de Pandore en soutenant ces révolutions. Mais voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fallait pas soutenir ces révolutions? Ça veut dire qu'il ne fallait pas soutenir ces aspirations à la démocratie, à la liberté? Ça veut dire qu'on est dans des sociétés... Non, si, bien sûr qu'il fallait faire ça, mais on est dans des sociétés qui n'ont pas la boîte de Pandore en les soutenant. Qui n'ont pas de contrepoids, si vous voulez. Aujourd'hui, on le sent bien, en Tunisie en particulier, que la voie libre est donnée à des mouvements qui naviguent à vue, encore une fois, et qui sont susceptibles du jour au lendemain de faire basculer les choses. Et ça, c'est une cause d'instabilité et d'inquiétude pour les Occidentaux, nécessairement, et au premier rang pour les populations civiles de ces pays. Mohamed Adraoui, un dernier mot sur le double jeu du pouvoir tunisien, après qu'on parle de la France. Très rapidement, je pense qu'on va vite en besogne. Je ne crois pas que... le principal reproche fait à la France, c'est de ne pas soutenir la révolution tunisienne. Dire qu'aujourd'hui, on a soutenu ces révolutions, que ça a ouvert la boîte de Pandore, à mon avis, c'est prendre beaucoup de liberté avec les faits historiques. Deuxième chose, Ennahda a une base sociale qui est très différente. Aujourd'hui, Ennahda peut également, par le même temps, donner des gages aux salafistes et donner des gages à la société plus libérale. On l'a vu dans la Constitution aujourd'hui. Ennahda a accepté l'article 1 qui fait de l'islam la religion première religion du pays, la religion du pays. Et Ennahda a également reculé sur le fait de ne pas mettre la charia comme système législatif constitutif du système tunisien. Donc à partir de là, on peut faire plusieurs démonstrations. On y reviendra, j'espère. On va en reparler, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre débat et nous parlerons aussi des salafistes en France parce que vous le savez, il y a également eu une manifestation anti-américaine devant l'ambassade des États-Unis. C'était samedi à Paris. Qui sont-ils, ces salafistes en France? À tout de suite.